En 1940, la France ne perd pas seulement une guerre. Elle perd ses certitudes, ses repères, et une part de sa capacité à choisir librement. Dans ce moment de défaite et de désordre, un nouveau régime s'installe à Vichy. Ni né d'un coup d'État spectaculaire, ni imposé par une révolution, mais présenté comme une solution de survie. Ce documentaire n'est pas un procès. Il explore un régime pris entre collaboration, choix contraints et pression constante, au cœur d'une France occupée. En mai 1940, la France entre dans l'une des périodes les plus brutales de son histoire contemporaine. En quelques semaines, l'armée française est vaincue. Les lignes de défense s'effondrent. Les routes se remplissent de civils fuyant les combats. Ce que l'on appellera plus tard l'exode jette sur les routes plusieurs millions de personnes, dans une confusion totale. L'État français, déjà fragilisé par les crises politiques des années 1930, perd le contrôle de la situation. Paris est déclarée ville ouverte. Le gouvernement quitte la capitale. La défaite militaire devient rapidement une crise politique, institutionnelle et morale. La Troisième République, épuisée, n'apparaît plus capable d'assurer la continuité de l'État ni la protection de la population. Dans ce contexte, la priorité n'est plus idéologique. Elle est immédiate, éviter le chaos, maintenir une administration minimale, préserver ce qui peut encore l'être. L'armistice signé en juin 1940 avec l'Allemagne met fin au combat, mais place une grande partie du territoire sous occupation militaire. La France est coupée en zones, surveillée, dépendantes. C'est dans cet espace réduit, sous pression constante, que se met en place un nouveau pouvoir. Installé à Vichy, ce régime se présente comme une réponse à la défaite, une tentative de réorganisation nationale dans un cadre extrêmement contraint. Il ne naît pas d'un projet longuement préparé, mais d'une succession d'événements rapides, imposés par la guerre et la défaite. Comprendre le régime de Vichy exige donc de revenir à ce moment précis, une France vaincue, désorientée, confrontée à des choix limités, où gouverner signifie avant tout gérer l'urgence, la pénurie et la peur. Avant toute analyse morale, il faut saisir cette réalité initiale, car elle conditionne l'ensemble des décisions qui suivront. La chute de 1940 ne peut être comprise uniquement comme une conséquence militaire. Elle s'inscrit dans une série de fragilités accumulées au cours des décennies précédentes. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la France vit avec le traumatisme d'un conflit qui a laissé le pays exsangue, démographiquement affaibli et profondément marqué par la peur d'un nouveau désastre. Sur le plan politique, la Troisième République traverse une période de grande instabilité. Les gouvernements se succèdent rapidement, sans parvenir à construire des orientations durables. Cette instabilité affaiblit la capacité de décision de l'État et nourrit une défiance croissante envers les institutions parlementaires, perçues par une partie de l'opinion comme inefficaces et déconnectées des réalités sociales. À ces tensions politiques s'ajoutent des difficultés économiques persistantes. La crise des années 1930 frappe durement la société française, chômage, baisse du pouvoir d'achat, inquiétude face à l'avenir. Les réformes sociales du Front populaire ont apporté des avancées importantes, mais elles n'ont pas suffi à apaiser les divisions. Une partie des élites économiques et administratives y voit au contraire une source de désordre et de fragilisation supplémentaire. Sur le plan international, la montée des régimes autoritaires en Europe accentue le sentiment d'encerclement et d'impuissance. La stratégie défensive adoptée par la France, symbolisée par la ligne Maginot, traduit une volonté d'éviter à tout prix une guerre de mouvement. Cette approche rassure temporairement, mais elle révèle aussi une difficulté à penser un conflit moderne, rapide et total. Lorsque la guerre éclate en 1939, la France n'est donc pas un pays uni autour d'un projet clair. Les fractures politiques, sociales et idéologiques persistent. La défaite de 1940 agit comme un révélateur brutal de ses faiblesses. Elle crée un vide de sens et de confiance, dans lequel l'idée d'un pouvoir fort, capable d'imposer l'ordre et la stabilité, trouve un écho croissant. C'est dans ce contexte que se dessine une logique nouvelle, face à l'effondrement des repères républicains, certains responsables estiment que la priorité n'est plus la défense d'un régime, mais la survie de l'État et de la société. Cette logique, nourrie par les tensions accumulées avant-guerre, ouvre la voie à une redéfinition profonde du pouvoir et de ses objectifs. La rupture s'opère dans un laps de temps extrêmement court. Entre la défaite militaire et l'installation du régime de Vichy, quelques semaines suffisent pour transformer en profondeur le cadre politique français. Cette rapidité est essentielle pour comprendre la nature des décisions prises, elles se font sous pression, dans l'urgence, sans véritable horizon à long terme. Après la signature de l'armistice en juin 1940,
la France entre dans une situation inédite. Une partie du territoire est occupée par l'armée allemande, tandis qu'une autre reste administrée par un gouvernement français désormais privé de souveraineté pleine et entière. L'armistice ne règle rien sur le plan politique. Il suspend les combats, mais laisse ouverte la question centrale, comment gouverner un pays vaincu et partiellement occupé. C'est dans ce contexte que s'impose l'idée d'un changement de régime. Le Parlement, réuni à Vichy en juillet 1940, est appelé à se prononcer sur le transfert des pouvoirs constituants. Le vote qui accorde les pleins pouvoirs marque une rupture juridique majeure. Il ne s'agit pas d'un coup de force armée, mais d'une décision prise selon des procédures institutionnelles, dans un climat de résignation, de peur et de désorientation. Pour une partie des responsables politiques, cette rupture apparaît comme une nécessité. La République est associée à l'instabilité, à l'impuissance et à la défaite. La priorité devient la restauration de l'ordre, la continuité administrative et la capacité à négocier avec l'occupant. L'idée d'un pouvoir exécutif renforcé s'impose comme une réponse pragmatique à une situation jugée exceptionnelle. La population, quant à elle, est largement spectatrice de ces décisions. Épuisée par l'exode, inquiète pour sa survie quotidienne, elle dispose de peu d'informations claires sur les enjeux institutionnels en cours. Les réactions oscillent entre soulagement à la fin des combats et incertitude face à l'avenir. La rupture politique se fait donc sans mobilisation massive, dans une forme de passivité contrainte. À l'été 1940, la France bascule ainsi dans un nouvel ordre politique. Ce basculement ne résulte pas d'un projet collectif longuement mûri, mais d'une succession de décisions prises dans un contexte de crise extrême. C'est cette rupture initiale, à la fois juridique et symbolique, qui ouvre la voie au régime de Vichy et conditionne l'ensemble de son évolution. Une fois le nouveau régime installé, la question centrale devient celle de l'exercice du pouvoir dans un cadre profondément limité. Gouverner, dans la France de Vichy, ne signifie pas diriger un État souverain, mais administrer un pays vaincu, surveillé, dépendant de décisions prises ailleurs. Cette réalité structure l'ensemble des choix politiques et administratifs entre 1940 et 1944. Dès les premiers mois, le régime cherche à réorganiser l'appareil d'État. Les institutions républicaines sont progressivement écartées au profit d'un pouvoir exécutif centralisé. L'objectif affiché est la restauration de l'autorité, de l'ordre et de la discipline sociale. Cette transformation s'accompagne d'une volonté de réforme morale et sociale, présentée comme une rupture avec les « erreurs » du passé. Dans les faits, ces réformes se déploient dans un espace étroit, constamment soumis aux exigences de l'occupant. Sur le plan administratif, la continuité joue un rôle essentiel. Les préfets, les fonctionnaires, les services publics restent en place. Cette continuité permet le fonctionnement quotidien du pays, distribution des ressources, maintien de l'ordre, gestion des pénuries. Elle crée aussi une zone grise, où l'obéissance à l'autorité française se confond avec l'adaptation aux contraintes imposées par la présence allemande. Au fil du temps, la collaboration de l'État prend des formes plus structurées. Des accords sont conclus, des lois promulguées, des politiques mises en œuvre qui vont au-delà de la simple gestion du quotidien. Ces décisions ne sont pas toutes dictées directement par l'occupant, mais elles s'inscrivent dans un rapport de dépendance asymétrique. Le régime cherche à conserver des marges de manœuvre, tout en acceptant des compromis de plus en plus lourds. Parallèlement, la société française vit une expérience marquée par la pénurie, la surveillance et l'incertitude. Le rationnement organise la vie quotidienne. Les déplacements sont contrôlés. L'information est filtrée. Pour beaucoup, l'enjeu principal n'est pas politique, mais matériel, se nourrir, protéger sa famille, éviter les ennuis. Cette réalité sociale explique en partie l'absence de rupture massive avec le régime en place durant les premières années. À mesure que la guerre se prolonge, les tensions s'accentuent. Les exigences de l'occupant augmentent, les ressources diminuent, et les compromis deviennent plus difficiles à justifier. Le régime de Vichy se retrouve pris entre sa volonté de maintenir l'ordre intérieur et une perte progressive de crédibilité auprès de la population. Cette dynamique conduit à un durcissement des politiques et à une dépendance accrue, révélant les limites structurelles d'un pouvoir exercé sous contrainte permanente. À partir de 1942, les fragilités du régime de Vichy deviennent de plus en plus visibles. Les choix opérés depuis 1940, présentés au départ comme des ajustements pragmatiques à une situation exceptionnelle, produisent désormais des effets durables sur l'État et sur la société. La promesse initiale de protection et de stabilité se heurte à une réalité de plus en plus contraignante. Sur le plan politique,
la marge de manœuvre du régime se réduit considérablement. L'occupation s'intensifie, les exigences extérieures augmentent, et les décisions prises à Vichy apparaissent de moins en moins autonomes. Cette dépendance croissante fragilise la légitimité du pouvoir, y compris auprès de ceux qui avaient initialement accepté le régime comme un moindre mal. L'idée d'un État capable de négocier et de préserver des intérêts nationaux s'érode progressivement. Sur le plan social, les conséquences sont tout aussi lourdes. La pénurie s'aggrave, le rationnement devient plus strict, et les inégalités se creusent. Les réseaux informels, le marché noir et les stratégies individuelles de contournement se développent, révélant l'incapacité de l'État à garantir des conditions de vie équitables. Cette situation alimente un sentiment d'injustice et de désillusion, sans pour autant déboucher immédiatement sur une contestation ouverte. Le régime se trouve également confronté à une crise de cohérence interne. En cherchant à maintenir l'ordre et l'obéissance, il multiplie les dispositifs de contrôle et de surveillance. Ces mesures renforcent l'appareil administratif, mais elles accentuent aussi la distance entre le pouvoir et la population. La logique de gestion se transforme progressivement en logique de contrainte, rendant de plus en plus difficile la justification des politiques menées. Enfin, les limites de l'expérience vichiste apparaissent dans son incapacité à résoudre les problèmes fondamentaux qu'elle prétendait traiter. La défaite n'est pas effacée, la souveraineté n'est pas restaurée, et la société reste profondément divisée. Le régime, conçu comme une réponse temporaire à une crise exceptionnelle, s'enlise dans une situation prolongée qu'il ne maîtrise plus. Ces conséquences accumulées préparent la phase finale de l'expérience de Vichy. Elles expliquent pourquoi, au-delà des débats idéologiques, le régime entre dans une crise structurelle, marquée par la perte de confiance, l'épuisement administratif et l'absence de perspectives claires pour l'avenir du pays. Le régime de Vichy occupe une place singulière dans l'histoire de la France. Il ne s'agit ni d'une simple parenthèse administrative, ni d'un épisode réductible à une seule logique idéologique. Vichy est le produit d'un moment de rupture extrême, où la défaite militaire, l'effondrement institutionnel et la peur du chaos redéfinissent brutalement les conditions de l'action politique. Sur le plan historique, Vichy révèle d'abord la vulnérabilité des États en temps de crise. Les décisions prises entre 1940 et 1944 montrent comment un pouvoir peut se reconfigurer sous contrainte, en privilégiant la continuité administrative et l'ordre social, au prix de compromis de plus en plus lourds. Cette expérience souligne la difficulté de gouverner sans souveraineté réelle, dans un cadre où les marges de choix se réduisent progressivement. Vichy laisse également un héritage complexe dans la mémoire nationale. Après la libération, la nécessité de reconstruire le pays favorise une mise à distance rapide de cet épisode. Le silence, les simplifications et les récits fragmentés s'imposent, non par oubli, mais par besoin de cohésion. Ce n'est que plus tard que l'histoire de Vichy est réexaminée avec davantage de nuances, en distinguant les niveaux de responsabilité et les contraintes structurelles. Dans la longue durée, le régime de Vichy interroge la relation entre l'État et la société. Il rappelle que les comportements collectifs en situation extrême ne se résument ni à la résistance héroïque ni à l'adhésion totale. Entre ces deux pôles, une large zone d'adaptation, de résignation et de survie quotidienne structure l'expérience vécue par des millions de Français. Ainsi, Vichy ne peut être compris uniquement comme un jugement moral sur le passé. Il constitue un objet d'histoire essentiel pour penser les mécanismes du pouvoir en temps de crise, les limites du choix politique sous contrainte, et les conséquences durables des décisions prises dans l'urgence. En ce sens, il continue de poser une question fondamentale: comment une société affronte-t-elle l'effondrement de ses repères sans perdre totalement sa capacité à se reconstruire ?